Bonjour, bienvenue à cette session de Québec Mines et Énergie sur la valorisation de rejets thermiques, une nouvelle filière énergétique pour le Québec. Mon nom est Stéphane Gagnon, je suis spécialiste en valorisation de rejets thermiques au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. La valorisation de rejets thermiques, qu'est-ce que c'est? C'est en droite ligne là, de l'économie circulaire. Donc, on parle de valoriser un rejet, soit la chaleur, afin de réduire les besoins en ressources, soit les combustibles ou l'électricité. On connaît plus la valorisation de rejets thermiques interne. Par exemple, le siège social de la RAMQ, qui est chauffé par un centre de données qui est situé sur place. On vise maintenant à encourager les projets de valorisation de rejets thermiques externes. Dans ce cas-là, on va utiliser des rejets thermiques d'un site pour chauffer et répondre aux besoins de chaleur d'un autre site ou d'autres sites. C'est le cas, par exemple, de l'incinérateur de la Ville du Québec. C'est aussi le cas de Serre Tundra à Saint-Félicien. Pour faire lever des projets de valorisation de rejets thermiques, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a publié un appel à proposition de 275 millions. 200 millions proviennent de l'entente bilatérale intégrée avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement fédéral, et 75 millions proviennent du Fonds de l'électrification et des changements climatiques. Le premier projet accepté dans le cadre de cette nouvelle proposition est l'octroi de 31 millions de dollars à la Ville de Québec pour son projet de valorisation de rejets de vapeur de son incinérateur pour les besoins de l'hôpital d'Enfant Jésus. Pour mieux connaître le potentiel de la valorisation de rejets thermiques au Québec, le ministère a mandaté un groupe de chercheurs qui ont produit un rapport sur la situation et le rapport est déjà disponible sur notre site web là, à l'adresse qui est présentée. Les chercheurs ont aussi produit une carte géoréférencée des rejets thermiques et des besoins thermiques. Cette carte-là va être disponible là, en début d'année prochaine ça va être, on vous invite à aller la consulter. Et éventuellement, ce qu'on vise, c'est de remplacer les estimés des chercheurs des rejets thermiques par un registre obligatoire des rejets thermiques importants. Donc, c'est une mesure qu'on a prévue au plan directeur en transition énergétique. Un tel registre existe déjà en France depuis 1980. Donc, voici maintenant l'horaire de la session. Tout d'abord, il va y avoir les résultats de l'étude que je viens de parler sur le potentiel de la valorisation des rejets thermiques au Québec, présenté par Michael Kumert, professeur titulaire au département de génie mécanique de l'Université de Montréal. Ensuite, on aura le réseau de chaleur comme levier de développement, le cas de Saint-Félicien, la valorisation de chaleur des eaux grises, la récupération d'énergie thermique, un nouveau paradigme du traitement informatique, le cas de Qscale. Ensuite, Zibi, un écoquartier à faible émission de carbone, un concept innovant de climatisation et de chauffage urbain. Et finalement, le projet de valorisation de rejets thermiques, de rejets de vapeur de l'incinérateur de la Ville de Québec par l'hôpital d'Enfant Jésus. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Michael Kumert pour les résultats de l'étude sur le potentiel de valorisation de rejets thermiques. À toi, Michael. Bonjour à tous et toutes et merci Stéphane pour l'introduction. Donc, dans ce projet, on s'est posé deux questions. Combien de chaleur est rejetée au Québec et quelle partie de ces rejets sont valorisables? Alors, on peut aborder ce problème sous l'angle du bilan d'énergie du Québec et le schéma que vous voyez ici, c'est une version simplifiée du bilan d'énergie qui est publié dans l'État de l'énergie au Québec de la chaire de gestion de l'énergie de l'HEC. Ce qu'on voit, c'est que sur la partie d'énergie qui n'est pas réexportée, les pertes représentent à peu près la moitié de l'énergie, un peu plus en fait, et l'énergie utile un peu moins que la moitié. Donc ces pertes, finalement, c'est de la chaleur. La forme finale de l'énergie, c'est presque toujours de la chaleur. Donc on pourrait se dire, c'est facile, les rejets thermiques, ils sont là, c'est les pertes. Est-ce qu'ils sont valorisables? Bon, clairement pour certains, non. Si on pense par exemple aux pertes dans les transports, c'est difficilement imaginable de récupérer la chaleur perdue sur un véhicule en mouvement et de la réinjecter dans des bâtiments ou de l'industrie. Mais d'un autre côté, dans l'énergie utile, il y a aussi des rejets thermiques. Si on pense par exemple au cas d'un centre de données informatique,
presque toute l'énergie qui rentre dans le centre informatique, toute l'électricité, est utile puisqu'elle est utilisée pour faire des calculs, mais elle est quand même convertie en chaleur dans les ordinateurs et il faut s'en débarrasser dans les tours de refroidissement. Ça veut dire que dans l'énergie utile, il y a aussi une partie qui finit en rejet thermique, dont une partie pourrait être valorisable. Donc, on a en fait deux questions qu'on s'est posées dans le projet. Quelle partie de ces pertes et de l'énergie utile est-ce qu'on peut récupérer et réinjecter dans les bâtiments et les industries? Et où, sur le territoire du Québec, est le potentiel de valorisation? Alors, comme Stéphane l'a dit, c'est lui qui a initié et chapeauté le projet. Et pour le projet, on avait une équipe multidisciplinaire avec des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, le CTTEI, qui est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, et le CIREG, qui est un centre d'expertise en analyse du cycle de vie. On avait trois objectifs, donc cartographier les rejets et les besoins thermiques, cartographier le potentiel de valorisation des rejets, et regarder plus en détail 5 études de cas pour lesquelles on faisait une analyse technique, économique et environnementale. Et donc, on avait, comme l'a mentionné Stéphane, deux livrables, un rapport et des bases de données. Donc, la première partie, la première étape du projet, c'était de quantifier et de localiser les rejets thermiques. Alors, pour le faire pour les rejets thermiques industriels, on a combiné plusieurs types d'informations. Le premier type d'information, c'est le registre canadien des émissions de gaz à effet de serre, qui donne par établissement les émissions de gaz à effet de serre et leur localisation. Ça nous donne les GES. Maintenant, il y a aussi des bases de données au niveau du Canada et de la province qui donnent par type d'industrie des bilans des consommations d'énergie et des émissions de GES. Donc ça nous donne un lien entre les GES, les gaz à effet de serre, et l'énergie entrante dans les industries. Et ensuite, il y a une étude qui a fait des analyses plus détaillées des bilans d'énergie de certains types de processus industriels, et donc qui relie l'énergie entrante dans l'usine, pour faire simple, à ce qui sort comme rejet. Donc le type de rejet, leur qualité, si on veut, si c'est des gaz, des liquides à différentes températures, et leur quantité. Donc, on a le lien entre GES, énergie entrante, et puis énergie entrante et rejet. Donc ça nous a permis d'établir une base de données avec chaque établissement et ses rejets thermiques, donc en quantité et en qualité. Ce que ça donne à l'échelle du Québec, vous voyez, c'est à peu près 170 pétajoules par an. Alors, on a regardé d'autres catégories que les industries. Il y avait les centrales de cogénération, les stations d'épuration des eaux, les centres de données informatiques et les réseaux électriques autonomes. Au total, ça donne 205 pétajoules par an. Qu'est-ce que c'est 205 pétajoules? Ben, une façon de le voir, c'est 60 TWh à peu près. C'est un tiers des ventes d'Hydro-Québec. Et une autre façon de le voir, c'est l'équivalent de la consommation de 2 millions de ménages québécois. Donc, c'est quand même une quantité significative d'énergie. Ici, on a une représentation de la base de données sur une carte. Mais donc, il faut bien comprendre que la carte, c'est plus qu'une image, en fait. Les points sur la carte sont associés à des propriétés, leurs coordonnées géographiques, bien sûr, mais aussi le type d'industrie, le rejet, le type de rejet et la quantité de rejet. Et donc, ici, à gauche, ils sont représentés par type, donc par catégorie d'industrie, cogénération, etc., mais aussi par type de rejet. Donc, on voit que les gros morceaux, c'est les gaz chauds de cheminée, les gaz chauds de procédé et les effluents liquides chauds et tièdes, on dirait. Donc, ça donne une idée à l'échelle de la province des résultats de la partie sur les rejets. La deuxième étape du projet, c'est de regarder les besoins thermiques. Alors, pour regarder les besoins thermiques des bâtiments à l'échelle du Québec, on a combiné de nouveau plusieurs sources d'informations. La première, c'est la base de données GeoIndex, qui est gérée par l'Université de Laval et qui donne les lots d'unités d'évaluation foncière, donc c'est payer les taxes en gros, et ça donne par lot quel est l'usage prédominant, le nombre d'étages du bâtiment. Et on a combiné ça à une base de données ouverte de Microsoft qui représente les empreintes au sol, donc la forme au sol des bâtiments, avec leur géolocalisation, bien sûr. Et donc, les deux ensemble, ça nous a donné sur une carte tous les bâtiments du Québec avec ce qu'il y a dedans et leur superficie de plancher totale. Ça, on l'a combiné avec des bases de données de niveau de Ressources naturelles Canada à l'échelle du Canada et de la province du Québec plus particulièrement.
qui nous donne l'énergie par usage final et par type de bâtiment. Et comme c'est des consommations d'énergie, pour transformer les consommations d'énergie en besoins thermiques, il faut faire des hypothèses sur le rendement. Ensuite, pour les besoins thermiques liés à l'eau chaude domestique, on les a considérés comme constants en fonction du temps. Pour les besoins en chauffage des locaux, on a supposé un profil mensuel basé sur des degrés jours de chauffage. Donc ça nous donne une base de données de tous les bâtiments du Québec avec leurs besoins thermiques pour l'eau chaude et pour le chauffage des espaces. Si on a un exemple de résultat, donc c'est une carte d'un quartier urbain. Encore une fois, ce n'est pas juste une image. Chaque polygone ici a des propriétés. Donc, qu'est-ce que c'est comme type de bâtiment, sa superficie de plancher totale et une estimation de ses besoins thermiques pour l'eau chaude et pour le chauffage des espaces. Et comme on voit ici, ce n'est pas juste résidentiel ou commercial institutionnel. Dans la catégorie commercial institutionnel, il y a une dizaine de sous-catégories qui en disent un peu plus sur ce qu'il y a dans le bâtiment. Alors, pour les besoins, on a aussi considéré les serres. Alors là, on a obtenu une liste des serres au Québec qu'on a rendue anonyme et on a utilisé des images satellites pour estimer la superficie des serres. Et ensuite, on a estimé leurs besoins thermiques avec une consommation, des besoins en chaleur pour le chauffage de 2 gigajoules par mètre carré par an, pour lesquels on a de nouveau fait un profil basé sur les degrés jours de chauffage. Donc ça nous donne l'estimation pour les serres. Ce que ça donne au total, ici, vous voyez, il y a à peu près, pour les bâtiments résidentiels, c'est le plus gros morceau, 245 pétajoules par an. Les commerciaux institutionnels, 110 et les serres, 4. Donc au total, on a 360 pétajoules par an environ, à comparer avec les 205 de rejet. Donc on est dans le même ordre de grandeur. C'est un petit 2/3, on va dire, des besoins qui pourraient être couverts par les rejets thermiques identifiés. Alors, maintenant qu'on a les rejets et les besoins, mais on peut évaluer le potentiel de valorisation. On s'est d'abord intéressé au potentiel actuel de valorisation des rejets thermiques. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la quantité d'énergie qui peut transiter des émetteurs vers les récepteurs dans la situation actuelle. Alors, comment on évalue ça? Mais si on regarde les rejets disponibles et les besoins disponibles, le potentiel de valorisation, c'est en fait le minimum des deux, puisque si on est ici au mois le plus froid, la valorisation, c'est limité par les rejets. On a une certaine quantité de rejets, on ne peut pas valoriser plus. L'été, par contre, on a une certaine quantité de besoins, on ne peut pas non plus valoriser plus. Donc, en fait, la quantité qui peut transiter, c'est le minimum des deux. C'est le minimum entre les rejets et les besoins mensuellement. Alors, cette quantité qui peut transiter, il faut l'évaluer sur le territoire du Québec. Alors, ce qu'on a fait comme un exemple d'utilisation des bases de données, c'est de définir des disques d'un rayon de 2 km. On prend tous les besoins thermiques et tous les rejets thermiques qui tombent sur ce disque. On regarde la quantité d'énergie qui peut transiter entre les émetteurs et les récepteurs, et ça donne des pétajoules par an ou des gigajoules par an qui sont valorisables, et on les affecte au centre du disque. Ensuite, on répète l'analyse en déplaçant le disque, et on a déplacé ce disque sur des mailles de 250 mètres de dimension pour tout le Québec. Donc, ce que ça donne, finalement, la maille devient un pixel qui a une certaine densité de potentiel de valorisation de rejet thermique qui représente les disques. C'est un exemple d'analyse. Avec les bases de données d'origine, on peut refaire l'analyse avec d'autres rayons pour les disques, d'autres maillages et peut-être même d'autres techniques d'évaluation. Une autre utilisation des bases de données qui est peut-être même plus intéressante, c'est de regarder finalement juste la base de données des besoins et juste celle des rejets. Donc, si on regarde celle des rejets, si on a une zone où il y a beaucoup de rejets disponibles, mais pas beaucoup de besoins, et ce serait une zone où il serait intéressant d'attirer des bâtiments qui ont besoin de beaucoup de chaleur, comme par exemple des serres. À l'inverse, si on a une zone où il y a beaucoup de besoins, mais pas beaucoup de rejets, on pourrait essayer d'attirer des bâtiments ou des activités qui rejettent de la chaleur, comme par exemple un centre de données. Donc finalement, l'intérêt des bases de données, c'est de les combiner avec d'autres bases géoréférencées, par exemple le zonage ou des plans de développement au niveau provincial ou municipal. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans les études de cas ici, mais je vais essayer de vous décrire rapidement ce qu'on a fait dedans. Donc, l'objectif, c'était de faire, une analyse technique, donc de voir techniquement comment la chaleur peut
passer de l'émetteur au récepteur, comment elle peut être valorisée. Ensuite, une analyse économique, coût de capital, coût d'exploitation et les subventions disponibles. Comme Stéphane l'a mentionné, il y a un appel à proposition qui change pas mal la donne au niveau économique en rendant la valorisation plus intéressante. Et enfin, on voulait faire une analyse environnementale, donc analyse de cycle de vie et gaz à effet de serre évité. Donc, les études de cas sont décrites dans le rapport qui, comme Stéphane l'a dit, est disponible sur le site du ministère. Si on regarde les émetteurs qu'il y avait, c'était une usine de carton, une fonderie, une usine de cogénération, une fabrique de charbon de bois, une usine de papier. Et les récepteurs, c'est des serres, parc industriel et agrothermique, et un quartier urbain. Donc, il y a une bonne, à travers les 5 études de cas, il y a une bonne couverture des cas de figure qu'on peut trouver. Alors, avant de conclure, je voulais vous parler de quelques limites de l'étude, bien sûr. On a dû faire des hypothèses en traitant les données qu'on a trouvées. L'hypothèse qui est peut-être la plus apparente, c'est la simplification du profil temporel. Pour les rejets, on a supposé qu'ils étaient constants en fonction du temps, donc mensuellement. Pour le chauffage des espaces, on a supposé un profil mensuel basé sur les degrés jours de chauffage. Donc ça, c'est une hypothèse qui pourrait être raffinée dans des analyses ultérieures. Une autre limite, c'est en fait la disposition des données. Donc, on n'a pas forcément trouvé des données fiables sur tout. Et ça me permet d'embrayer vers des perspectives d'évolution, puisqu'on a voulu les bases de données évolutives. Et comme Stéphane l'a mentionné, il y a pour le moment, au niveau du Québec et de certaines municipalités, des processus de divulgation, qui soient obligatoires ou volontaires, qui se mettent en place. Donc, quand ces processus seront mis en place, on pourra améliorer les bases de données, à la fois leur couverture et puis la fiabilité des données. Donc, on pourra valider les données qu'il y a dedans et remplacer les données de rejet et de besoin par des vraies données, finalement, plutôt que des estimations. Donc, en résumé, ce qu'on a produit, c'est une base de données avec les rejets thermiques à l'échelle du Québec, donc qui est représentée ici comme une carte, mais encore une fois, c'est plus qu'une carte, il y a des propriétés derrière les petits points sur la carte. Une base de données avec les besoins thermiques, donc il y a tous les bâtiments du Québec et les serres qu'on a identifiés, et une cartographie du potentiel actuel avec certaines hypothèses d'analyse que j'ai mentionnées, les disques de 2 km et les mailles de 250 mètres. Mais finalement, l'intérêt des bases de données, c'est qu'on peut refaire cette analyse avec d'autres paramètres ou aussi utiliser les bases de données en les couplant à d'autres cartes ou d'autres bases de données géoréférencées, comme par exemple le zonage ou les plans de développement. Et on a produit donc 2 livrables, si on veut, le rapport et la série de bases de données et de cartographie. Voilà, merci pour votre attention. Et ça me fera plaisir de répondre à des questions et je suis sûr que Stéphane sera là pour m'aider si les questions le concernent. Bonjour, Mickaël. Merci, Mickaël, plutôt. Donc, je vois que là, il n'y a pas de questions. Je peux peut-être en commencer une, si vous voulez. Mickaël, est-ce que tu crois que la valorisation de rejets thermiques a le potentiel d'augmenter le nombre de réseaux de chaleur urbains ou de boucles énergétiques au Québec? J'espère certainement que oui. En fait, je pense que c'est une des différences clés entre les anciennes générations de réseaux de chaleur où on avait une centrale de production et puis des consommateurs. Mais la valorisation était quand même à la base un peu, puisque c'était souvent des centrales de production électrique. Mais maintenant, on va vers des réseaux de chaleur où on intègre finalement plusieurs émetteurs de chaleur et plusieurs récepteurs. Et donc, c'est un potentiel pour augmenter la résilience du système énergétique et favoriser la valorisation. Comme tu l'as mentionné au début, finalement, la valorisation des rejets de chaleur, c'est un peu la traduction énergétique de l'économie circulaire. Et je pense que c'est une des clés pour décarboniser le Québec, c'est de mieux réutiliser la chaleur. Et le fait d'avoir des réseaux centralisés qui combinent différents types de rejets et de besoins, ça augmente la résilience du système. Si par exemple un des rejets diminue ou s'arrête et un des besoins augmente ou diminue, c'est moins problématique si on a un réseau à l'échelle d'un quartier qui combine plusieurs sources.
Merci. J'ai une question qui est arrivée. Est-ce que le niveau de température était considéré? Par exemple, j'imagine, ça fait référence peut-être au degré jour. Hein. Oui, oui. OK. Sinon, ce que je comprenais, moi, dans la question, c'est pour les rejets industriels. Donc, ils sont dans la base de données par type de rejet et les types de rejet, ça inclut les niveaux de température. Par exemple, on a des gaz de cheminée entre, je sais pas, 200 degrés et 500 degrés, des gaz chauds de procédé, des effluents liquides au-dessus de 50 degrés et en dessous de 50 degrés. Donc, on a des catégories de rejet avec les niveaux de température. Par contre, quand on a fait la carte, la troisième carte, si on veut, il y avait les besoins, il y avait les rejets et il y a la carte du potentiel actuel. Là, c'est juste des pétajoules qui transitent. On n'a pas fait attention au niveau de température. Donc, c'est certain que si on veut chauffer un bâtiment avec des effluents à basse température, il va falloir des pompes à chaleur pour remonter le niveau de température. Donc ça a été pris en compte dans les études de cas plus détaillées. Mais la carte que j'ai montrée de valorisation, c'est juste des pétajoules. Oui, j'ajouterais que lorsqu'on aura en ligne la carte géoréférencée des rejets thermiques, vous pourrez vous promener là, sur notre site, aller identifier des rejets thermiques et en pointant sur le rejet thermique, vous allez pouvoir avoir la qualité et la quantité du rejet thermique, à savoir combien de pétajoules annuels et aussi de quelle température est ce rejet, s'il est liquide ou gazeux, etc. Donc, ça va être à suivre lorsque ce sera en ligne. J'ai plus de questions. Je vais te remercier, Michael. C'était super intéressant. De toute façon, pour l'opportunité de présenter le projet et pour l'organisation du congrès. Là. Excellent. Puis on va avoir l'occasion au courant des études de cas qui s'en viennent. Là, donc, tout le reste de la demi-journée va présenter des cas concrets, de voir comment va prendre forme ce potentiel-là. Donc, je rappelle qu'il y a 60 TWh de rejet thermique au Québec, soit si on compare avec la Romaine, c'est 8 TWh. Donc, on voit le potentiel très important là, de la valorisation de rejet thermique. Donc, sans plus attendre, je vais enchaîner avec la prochaine conférence, soit une conférence de Jean-Marie Niget, président d'Innovagro Consultant. Il va présenter les rejets de chaleur comme levier de développement, le cas de la ville de Saint-Félicien. Donc, à toi, Jean-Marie. Merci Stéphane. Si on peut lancer la présentation PowerPoint, ce serait parfait. Donc, je vais vous parler d'un cas démonstratif concret où la valorisation des rejets thermiques a été vraiment un levier de diversification et de développement pour une communauté en région éloignée au Québec. Donc, c'est le cas de la ville de Saint-Félicien. La ville de Saint-Félicien, c'est sur la rive ouest du lac Saint-Jean, une ville moyenne d'une population de 10 300 habitants. Dès 1997, la ville a travaillé à l'implantation d'une centrale de cogénération à la biomasse sur son territoire. Elle avait déjà en tête l'objectif d'une valorisation des rejets thermiques comme levier de développement et de diversification. Mais malheureusement, les mentalités puis le contexte n'étaient pas prêts, ce qui fait que on n'a jamais abandonné à Saint-Félicien. Je suis basé à Saint-Félicien. On n'a jamais abandonné, mais disons que pour concrétiser le premier cas démonstratif, il a fallu être patient. En 2005, la ville était économiquement dépendante à peu près à 60% de l'industrie forestière. On est situé au lac Saint-Jean, hein, on est quand même dans une région nordique du Québec, donc de l'industrie forestière et du secteur des pâtes et papiers. En 2013-2014, grâce à un patient travail, puis beaucoup de passion, la ville a réussi à impliquer son partenaire historique dans le produit forestier résolu et également des promoteurs privés locaux dans un projet extrêmement ambitieux et ce qui allait devenir un exemple démonstratif de valorisation des rejets thermiques pour tout le Québec. Le partenaire historique Produits forestiers résolus dans la région a de nombreuses
unités industrielles, des scieries, etc. À Saint-Félicien, donc produit forestier résolu à une usine Kraft, donc qui produit 369 000 tonnes par an de pâte Kraft blanchie. Il y a près de 240 employés dans cette usine. Et cette usine, pour couvrir ses besoins en vapeur, a une centrale de cogénération avec une puissance installée nette de 43 mégawatts électriques. Donc, cette usine génère des rejets thermiques industriels en quantité assez importante. La ville a travaillé, mis beaucoup de passion pour mettre en place un partenariat transversal innovateur qu'elle a toujours vu comme un moteur de développement. Bon, elle avait travaillé plusieurs années, puis j'ai toujours été dans ces dossiers-là, là, avec la première centrale de cogénération dont elle a travaillé à l'implantation en 1982 puis 1997. Dans l'évolution, finalement, ce projet s'est concrétisé avec Produits forestiers résolus pour diverses raisons que je ne développerai pas ce matin. Et donc, en fait, ce partenariat transversal innovateur a été mis en place entre un organisme municipal, la ville de Saint-Félicien, un acteur majeur industriel qui est Produits forestiers résolus, et un groupe de promoteurs privés locaux qui se sont impliqués dans l'émergence d'un complexe séricole intensif commercial de haute technologie. Donc, l'objectif de la ville, c'était vraiment d'aller vers une diversification économique durable par l'implantation de conditions optimales à la pérennité et à la compétitivité de nouvelles entreprises du secteur agroalimentaire. Stéphane, là, j'ai un compte à rebours sur un de mes écrans. Est-ce que tout le monde voit la présentation PowerPoint? Oui. OK. La ville a eu on n'était pas dans le contexte qu'on a aujourd'hui où effectivement la valorisation des rejets thermiques est devenue un incontournable là, en termes d'efficacité énergétique, de décarbonation, etc., etc. Là, au milieu, vers les années 2013, 2014, 2015, là, c'était encore quelque chose qui était un peu science-fiction, il faut le dire. Là, il n'y avait pas grand monde qui y croyait là, dans les milieux économiques et dans les milieux politiques. Donc, la ville a eu de nombreux défis à relever. D'abord, des défis techniques parce que on se lançait dans un partenariat municipal industriel, mais pour du concret, là, pas juste des réflexions. Là, on se lançait dans un véritable projet industriel à construire. Il y a eu des défis légaux et administratifs parce que à l'époque, la ville s'engageait dans un volet énergétique, ce qui n'était pas forcément prévu dans la loi sur les cités et villes. Donc, il y a eu tout un travail administratif à faire avec les paliers politiques. Il y a eu des défis politiques et communautaires aussi, de façon à ce que la communauté, les citoyens s'approprient le projet. Ça n'a pas été évident non plus, il y a eu beaucoup de communication. Des défis de coordination puis d'engagement politique pour avoir une collaboration étroite entre les trois paliers de gouvernement. Et enfin, des défis environnementaux, parce que les options environnementales sur lesquelles on travaillait n'étaient vraiment pas conventionnelles et que le projet était, au Québec, était quelque chose d'assez hors norme. Grâce à autant à la passion, à l'énergie et à l'argent investi, ça a été un succès, non seulement pour l'équipe municipale, mais également pour les partenaires industriels et les partenaires d'affaires. Donc là, vous avez une vue d'ensemble prise en octobre 2016, donc à l'entrée en production du complexe séricole. Donc le complexe séricole, vous le voyez ici, là, dans la partie inférieure de la photo. Là, c'est la phase 1 de Serre Toundra avec 8 hectares et demi de serre, soit 1 million de pieds carrés, avec le bâtiment technique. Au fond, vous avez l'usine Kraft de produits forestiers résolus. Donc, vous avez les différents infrastructures et services dans lesquels la ville a investi. Donc, ce qui est conventionnel pour une ville, c'est-à-dire l'aqueduc, la voirie, on la voit, je ne l'ai pas visualisé, mais il y a de la voirie, l'aqueduc et le captage et le traitement des eaux usées. Là où la ville a fait preuve d'originalité, c'est qu'elle s'est investie dans un réseau d'autres procédés pour alimenter le complexe de serre, même si ce réseau est d'un usage secondaire dans la mesure où, je tiens à le préciser, le complexe séricole est autonome en termes d'eau d'irrigation puisqu'il recycle intégralement les eaux de précipitation à partir de ses toitures
qui sont collectés dans le bassin qu'on voit ici de 52 000 m3 par phase. Et surtout, la ville a conçu, financé et construit un réseau de chaleur, donc entre la centrale de cogénération de l'usine Kraft et le point de livraison ici au poste de compensation pneumatique. À partir du point de livraison, l'eau chaude de basse température est prise en charge par le complexe séricole. Ce partenariat transversal innovateur, ça a permis d'optimiser des ressources. Comme je le disais, la ville de Saint-Félicien a investi dans ce qu'elle fait habituellement, c'est-à-dire voirie, aqueduc, eaux usées dans les infrastructures d'accueil, mais également dans un volet qui était totalement innovant, c'est-à-dire un réseau de procédés et surtout un réseau d'eau chaude basse température. Résolu, lui, s'est investi également dans la mesure où il est devenu actionnaire du complexe séricole, de l'entreprise qui a monté le complexe séricole. Il a accordé le foncier à la ville de Saint-Félicien pour $1 symbolique. Il a donné accès à son eau de procédé à partir de sa conduite d'eau de procédé qui est par pompage dans la rivière à Chapmouchouane. Et il a mis gratuitement à disposition ses rejets thermiques, l'énergie thermique basse température. Je tiens quand même à noter que si vous voulez, l'eau de procédé et la fourniture d'énergie thermique basse température reste sous le contrôle intégral de produits forestiers résolus. Le complexe séricole intensif commercial, lui, a investi significativement. Il a mis en place une production agro-industrielle qui est devenue très vite significative. Il a apporté à la municipalité et à la région une diversification économique qui est devenue phénoménale. Ça a créé de l'emploi direct, ça a créé de l'emploi indirect qui a permis à des entreprises locales et régionales de se consolider et de se développer. À titre d'information, la phase 1 que vous avez vue sur la photo aérienne a représenté un investissement de $40 millions. La phase 1 a produit à peu près 9 400 tonnes de concombres par an, soit à peu près 40% du marché québécois. Elle a créé 80 emplois directs et à peu près 150 emplois indirects, et elle a permis à des entreprises, électricité, plomberie, entreprises générales, génie civil, supervision d'ingénierie, etc., d'avoir des retombées économiques majeures lors de la construction de la phase 1. À l'heure où je vous parle, la phase 2 de 8 hectares et demi est déjà en production depuis 1 an, depuis novembre 2020, et la phase 3 de 8 hectares et demi également rentre en opération dans les semaines qui viennent. La phase 2 a permis la création de 60 emplois directs et la phase 3 le même effectif. Aujourd'hui, Sertundra tient 85% du marché du concombre au Québec. En 2014, 98% des concombres consommés au Québec étaient importés. Vous avez ici un schéma renseigné là un peu du réseau de chaleur où en fait, dans la partie basse, vous avez le réseau de refroidissement du condenseur de vapeur en extraction de turbine du turbogénérateur numéro 2 de produits forestiers résolus, qui est un petit turbogénérateur de 3,3 MW de puissance nette. Donc en fait, je vais vous le faire brièvement, on a une boucle primaire qui est ici, donc dans les locaux de produits forestiers résolus, qui est en dérivation sur la conduite d'eau chaude de refroidissement du condenseur qui va du condenseur au tour de refroidissement. Donc cette boucle primaire est équipée d'une crépine double de façon à retenir toutes les impuretés, une pompe de surpression qui permet de combattre la perte de charge d'un système de 2 échangeurs à plaques. Ces deux échangeurs à plaques transfèrent l'énergie de la boucle primaire vers la boucle secondaire qui, elle, part de la centrale de cogénération de produits forestiers résolus, amène l'eau chaude basse température aux serres et les serres l'utilisent comme chauffage, source de chauffage complémentaire d'appoint au gaz naturel, et l'eau chaude revient refroidie donc vers les échangeurs à plaques pour être réchauffée à nouveau. Il y a également une pompe de circulation sur la boucle secondaire. Je ne rentre pas dans les détails techniques, vous pourrez consulter ce schéma une fois qu'il sera mis en ligne. Là, c'est plus parlant. Donc là, vous avez ici des photos là, de la boucle primaire. Donc ici, vous avez la canalisation qui va du système de refroidissement du condenseur autour de refroidissement avec la dérivation aller et retour, vanne modulante et vanne de sectionnement
qui part alimenter les échangeurs à chaleur. Là, vous avez la crépine double qui permet de retenir les impuretés pour pas encrasser les échangeurs avec la pompe de circulation, de surpression de la boucle primaire. C'est une pompe à peu près équivalente qui est sur la boucle secondaire. Donc ça, tous ces équipements-là, ce que vous voyez ici, sont dans les locaux de l'usine de produits forestiers résolus. Et vous avez dans les photos du bas la connexion donc des canalisations acier de la boucle secondaire avec les canalisations en fonte à joint Titan d'un diamètre de 400 mm qui partent vers le complexe séricole. Donc on a un débit, on a un transfert d'énergie maximal via les deux échangeurs qui est de 35 mégajoules par heure ou 33 millions de BTU. Comme je vous le disais, donc c'est connecté sur le turbogénérateur numéro 2 d'une puissance nette de 3,3 MW. Là, vous avez donc la boucle secondaire. Donc, on a dû avoir 2 fonçages directionnels pour passer sous une voie ferrée. Ça se fait très bien d'ailleurs. Donc, on a 2 canalisations en parallèle en fonte de 400 mm sur une boucle secondaire avec une branche allée de 1350 mètres, une branche retour également de 1350 mètres. L'eau chaude allée est à 43, en moyenne à 43 degrés Celsius. Elle revient à 30 degrés Celsius avec un débit maximal de 11 000 litres à la minute. La boucle secondaire, les tuyaux de fonte à joint Titan sont enterrés à 2 mètres de profondeur hors gel, sans isolation thermique. On a un matelas thermique qui s'est créé autour des canalisations et on a une perte sur 1350 mètres de la branche allée, une perte qui est inférieure à 0,5 degrés Celsius. Étant donné que le système de valorisation de l'eau chaude basse température dans les serres génère des importantes pertes de charge, il y avait un risque de cavitation de la pompe de circulation de la boucle secondaire. Donc, on a dû installer un poste de compensation pneumatique sur la canalisation retour. Donc, c'est le bâtiment que vous voyez ici à droite des serres. Donc là, vous avez la façade arrière des 1 million de pieds carrés de serre et le poste de compensation pneumatique. Donc, vous avez la vue intérieure du poste de compensation pneumatique ainsi que la canalisation allée, canalisation retour. Donc, on a installé un poste de compensation pneumatique plutôt qu'un poste de pompage de surpression parce qu'on ne disposait pas sur le site d'une alimentation électrique d'une puissance suffisante. Sinon, on serait allé sur un poste de pompage de surpression qui était moins cher, mais là, on n'avait pas le choix. Le PCP comprend également tout le système de backup de la boucle secondaire ainsi que des produits de traitement. Au niveau investissement, donc la boucle primaire a représenté en dollars 2016 un investissement de 1 700 000 $. La boucle secondaire, un investissement de 2 100 000 $ et le poste de compensation pneumatique, un investissement d'1 million de $. Donc, le réseau de chaleur, au total, a représenté un investissement de 4 800 000 $. L'enveloppe globale des infrastructures et services, donc eau chaude basse température, eau de procédé, puis voirie réseau distribution classique, a représenté un investissement global de 8 millions de $. Okay. Le réseau de chaleur a été subventionné par le programme Infrastructure Québec Municipalité à hauteur de 3,5 millions et la ville a investi en fonds propres 1,3 million uniquement pour le réseau de chaleur. Si je prends l'ensemble des infrastructures et des services d'accueil, le PIQM a subventionné 5,7 millions et la ville a investi 2,3 millions pour permettre à un complexe séricole intensif commercial qui aujourd'hui a 35 hectares de serre de s'implanter et de fonctionner dans des conditions les plus compétitives possibles. Aujourd'hui, on en est à peu près au niveau investissement industriel séricole, à peu près à un peu plus de 100 millions de $, avec 180 emplois directs. Les performances à pleine capacité du réseau municipal de chaleur au niveau énergétique, avec le débit maximum circulant et l'abaissement de température que je vous ai précisé, c'est de 9,7 MW thermiques. À pleine capacité, ce réseau de chaleur permet une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 5 750 tonnes équivalent CO2, ce qui est quand même majeur. Et au niveau de ce que j'ai appelé les performances éco-financières, je l'ai évalué en termes de réduction annuelle des externalités qui correspondraient aux économies sur les coûts des impacts environnementaux du complexe séricole s'il fonctionnait à 100% sur le gaz naturel.
Donc là, le fait qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre génère des réductions des externalités récurrentes annuelles de quasiment $1,2 million. Pourquoi s'arrêter là? Pour finir, là, je reviens à la fameuse centrale de cogénération qui a été finalement construite à l'entrée sud de la ville en 2001, qui est une cogénération à la biomasse d'une puissance nette de 23 mégawatts. Fait exceptionnel au Québec, la ville est propriétaire contractuellement de toute l'énergie thermique basse température qui est générée par cette centrale de cogénération, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 40 mégawatts thermiques, ce qui représente à peu près 12 millions de dollars annuels s'il fallait les produire en brûlant du gaz naturel. Et donc là, la ville ayant fait ses devoirs et démontré le réalisme technique, économique et administratif d'un réseau de chaleur municipal, nous travaillons tous en étroite collaboration avec Stéphane aussi pour la mise en place d'un deuxième réseau de chaleur à Saint-Félicien. Donc un réseau de chaleur qui va alimenter un parc agrothermique qui fait à peu près une trentaine d'hectares, où on va être capable d'amener à peu près 200 000 gigajoules thermiques par an, et un parc industriel thermique d'une quinzaine d'hectares pour le chauffage de bâtiments et de l'énergie de procédés agroalimentaires et industriels pour à peu près 7 700 gigajoules thermiques par an, ce qui va représenter à l'optimum une réduction de GES de 13 500 tonnes équivalent CO2 par an et une réduction des externalités des entreprises d'à peu près 2 600 000 par an. Donc, je peux vous dire qu'à Saint-Félicien, la valorisation des rejets thermiques, c'est bon, là, on maîtrise et on s'implique. Vous pouvez en découvrir plus sur les sites web qui sont affichés à l'écran, et si vous avez des questions, ça va me faire très plaisir d'y répondre. Bien, merci Jean-Marie. C'est super intéressant. Déjà, près de 6 000 tonnes de CO2 équivalent annuel économisé, et puis les prochains à venir pour un potentiel de 13 500 tonnes de CO2 équivalent. Donc, on voit qu'on est parti dans la bonne direction. Je pense que Saint-Félicien est vraiment l'exemple pour toutes les municipalités là, qui voudraient utiliser les rejets thermiques pour développer leur économie. Oui, d'ailleurs, juste pour terminer, oui. Stéphane, à ce titre-là, à l'époque où le maire était M. Gilles Potvin, il s'était engagé à ce que la ville de Saint-Félicien mette à disposition de toutes les municipalités du Québec l'expertise acquise et développée à Saint-Félicien justement pour développer des infrastructures de ce genre. Et la nouvelle administration municipale maintient cet engagement. Donc, si des municipalités au Québec veulent profiter justement de l'expérience de Saint-Félicien, la porte est ouverte. Ah, ce serait généreux. Donc, l'appel est lancé. Si dans votre municipalité, vous souhaitez développer un projet comme ça, puis avoir l'expérience de Saint-Félicien qui a passé par là et puis qui continue de développer même avec une deuxième phase, un nouveau projet. Donc, je vous invite à communiquer avec l'équipe de la municipalité de Saint-Félicien. J'ai une question. On me dit annuellement, quel pourcentage des rejets thermiques de la centrale de cogénération réussissez-vous à valoriser? Actuellement, sur la centrale de cogénération de produits forestiers résolus n'est pas une centrale monobloc. Il y a plusieurs turbogénérateurs qui sont en opération là. Nous, le réseau de chaleur est connecté sur le plus petit turbogénérateur de 3,3 MW, et donc à pleine capacité, on va valoriser 100% des rejets thermiques de ce turbogénérateur. Mais ce turbogénérateur ne représente que 3,3 MW sur 43 MW de puissance nette installée. On a choisi ce turbogénérateur-là parce que c'est lui qui avait le profil thermique au niveau de l'eau de refroidissement du condenseur qui était le plus régulier, celui qui avait les moins grandes variations. Dans le cas de la centrale de cogénération à l'entrée sud de la ville, le réseau de chaleur qu'on envisage de mettre en place va valoriser à peu près 35 à 40% des rejets thermiques de la centrale de cogénération de 23 MW. Là. Bon, là c'est ce qu'on a actuellement en tête, mais si demain un client
une entreprise cliente se présente pour valoriser 60, 70 ou 80% des rejets thermiques de cette centrale de cogénération, on surdimensionnera le réseau de chaleur sans problème. Et je pense que Stéphane Gagnon sera très content de ça. Oui, absolument. Bon, encore merci, Jean-Marie. Et puis, on continue à collaborer ensemble. Et puis, je rappelle que, je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas encore dit, mais pour votre information, Jean-Marie était comme pionnier là, de la valorisation de rejet thermique, avait élaboré la première étude sur la valorisation de rejet thermique il y a plus de 10 ans. Donc, ça a permis d'éclairer le Québec vers cette voie là, super pertinente. Encore merci, Jean-Marie. Merci, Stéphane. Donc, pour poursuivre, on va maintenant passer à la valorisation de la chaleur des eaux grises, présentée par Renewable Resource Recovery Corporation. Donc, je passe la parole à Boris Nanef, PDG de Renewable Resource Recovery Corporation. Bonjour, merci M. Gagnon et MERN de nous avoir invités. Mon français n'est pas parfait, mais je ferai de mon mieux. M. Nanef ne pouvait pas être présent ce matin. Je m'appelle Carl Newbert, administrateur et responsable du marketing pour Renewable Resource Recovery Corp. Nous sommes une société de licence de technologie de Sudbury en Ontario. Nous avons inventé une technologie d'énergie géothermique qui remplace complètement le combustible fossile pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments. Je vais vous parler de la valorisation de la chaleur des eaux grises comme nouvelle source de revenus pour les municipalités et services publics. La technologie peut également être utilisée par le secteur privé avec peu ou pas de paperasse bureaucratique. Prochaine page, s'il vous plaît. Notre technologie est basée sur notre tuyau AdSource Energy. C'est un système de chauffage et de refroidissement sans combustible fossile qui fonctionne en récupérant l'énergie des eaux usées avec une thermopompe. Prochaine page, s'il vous plaît. Le tuyau AdSource Energy fait partie du système AdSource Energy. D'autres composants de ce système utilisent le panneau photovoltaïque hybride, soit intégré au bâtiment ou autonome, et une batterie pour le stockage d'énergie. C'est un système carboneutre qui peut être entièrement autonome au niveau énergétique. Page suivante, s'il vous plaît. Voici notre système AdSource Energy. Nous avons des composants sous le sol et des composants optionnels hors sol. Le cœur du système est la pompe à chaleur qui déplace la chaleur hors du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment. Sous le sol, nous avons le tuyau AdSource Energy qui est un tuyau d'égout avec un échangeur de chaleur intégré. Ce tuyau remplace le besoin d'avoir de puits et de champs géothermiques. Pour le chauffage, la chaleur est récupérée dans le tuyau et le sol qui entoure est ensuite pompé dans le bâtiment. Pour le refroidissement, la chaleur est retirée du bâtiment et elle est pompée autour du tuyau où elle est ensuite stockée dans le sol entourant le tuyau. C'est une pile thermique. Le composant optionnel hors sol du système utilise le panneau hybride AdSource Energy pour générer à la fois la chaleur et de l'électricité. Pendant l'été, les panneaux sont refroidis à leur température de fonctionnement optionnelle en envoyant la chaleur du panneau vers le tuyau, augmentant l'efficacité du panneau jusqu'à 33%. Pendant l'hiver, les panneaux sont chauffés pour empêcher la neige et la glace de s'accumuler. Cela permet la cogénération d'électricité toute l'année. L'électricité peut être autoconsommée ou stockée dans une batterie pour une utilisation ultérieure
par exemple lors d'une panne de courant afin de permettre la résilience du système. Prochaine page, s'il vous plaît. Cette photo montre le tuyau avant qu'il soit connecté aux autres dans un lotissement à Sudbury. Suivant, s'il vous plaît. Ici, on voit le panneau hybride intégré dans un bâtiment. Les panneaux sont reliés au tuyau. Prochaine page. Cette image montre notre installation actuelle dans un complexe pour personnes âgées de 55 unités. Suivante. Le tuyau EdSource Energy remplace le combustible fossile, pas besoin de gazoduc. Il respecte les normes ANSI, CSA, IGS, HPA, C 448. Le conduit d'égout contigu offre une opportunité pour le système énergétique de quartier. Il peut être combiné avec des puits ou champs géothermiques et est éligible au crédit vert et subventions. Au Québec, les administrations et organismes municipaux ou régionaux peuvent recevoir jusqu'à 73% de secours administratifs du gouvernement fédéral et provincial. Et pour les organismes autochtones, cela peut aller jusqu'à 100%. S'il vous plaît, contactez M. Gagnon de MERN pour plus de détails. Prochaine page. Sans subvention, la période de récupération du coût en capital supplémentaire est courte, soit environ 7,5 ans contre 40 ans pour un gazoduc. Il n'y a aucun frais d'exploitation et aucun entretien requis pendant toute la durée de vie du tuyau, soit plus de 50 ans. Le échangeur de chaleur n'entre pas en contact avec les eaux usées et ne le traite pas. Prochaine page. Les municipalités et les services publics d'eau et d'eau usée peuvent devenir des fournisseurs de l'énergie et dire donc une nouvelle source de revenus provenant de la livraison d'énergie. Il y a également une possibilité de commercialiser la location de thermopompes. Prochaine page. Les anciennes entreprises énergétiques intermédiaires et en aval peuvent pénétrer dans l'espace de infrastructure de eaux usées et louer le conduit de retour aux municipalités et aux services publics d'approvisionnement et eau usée. La prochaine page. Le graphique sur la page suivante a été utilisé avec la permission de NYSERDA, l'agence de recherche et de développement énergétique de l'État de New York, avec laquelle nous coopérons. Les maisons individuelles ont leur propre puits au champ, alors que dans le style quartier, ils sont reliés par une boucle. Prochaine page. Pourquoi engager des frais pour le tuyau de raccordement supplémentaire? Prochaine page. L'espace disponible est limité. Le tuyau d'égout contigu du réseau municipal peut fonctionner comme un système de distribution. Prochaine page. Le partage et la différence entre le pic de demande permettent de réduire les besoins totaux au niveau de l'infrastructure. À droite, vous pouvez voir comment deux pics différents sont lissés dans un système connecté. Prochaine page. Notre système a été présenté dans des magasins spécialisés et nous avons reçu un prix de l'innovation. Prochaine page.
comment payer pour cela? La prochaine page. Une maison typique génère 7,5 tonnes de CO2 par an. Un tuyau dure 50 ans. Au cours de la durée de vie d'un tuyau, nous éliminons 375 tonnes d'émissions de carbone dioxyde. Prochaine page. La séquestration du carbone coûte actuellement $500 la tonne. Sur la durée de vie du tuyau, nous économisons 165 000 $ en coût de séquestration du carbone par maison. Prochaine page. La taxe sur le carbone au Canada passera à $50 la tonne l'année prochaine. Si le gouvernement transfère la taxe carbone des pollueurs aux propriétaires qui installent un système, 17,50 $ seront disponibles pour installer le système par maison. Outre les subventions mentionnées précédemment, l'infrastructure sera payée à partir de frais de livraison d'énergie et la taxe carbone payée pour installation. Aucun frais sur les impôts de contribuables. Les entreprises industrielles et commerciales qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique avec notre système peut être en mesure de faire payer l'installation grâce à un instrument financier unique disponible uniquement au Québec à ce moment. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Merci de votre attention. Merci, M. Nubert. C'est pour une précision, je dirais que même si l'exemple pour les maisons, il y a moins de maisons qui sont au gaz naturel au Québec, très peu même. Il y a quand même la plupart des bâtiments commerciaux institutionnels ont des émissions importantes de gaz à effet de serre parce qu'ils sont de grands consommateurs de gaz naturel. Donc, pour le gaz naturel, là, toute la mécanique, les calculs de gaz à effet de serre sont tout à fait corrects au Québec. Je n'ai pas actuellement de questions. Je vais vous remercier encore une fois, M. Nubert. Et puis, s'il y en a qui veulent communiquer avec vous, ils pourront trouver vos références par le site. Donc, merci encore et à bientôt. Merci, M. Gagnon. Donc, je vais passer la parole maintenant à Vincent Thibault, cofondateur de Qscale, qui va vous présenter le spectaculaire projet de récupération de chaleur des centres de données. La présentation, c'est la récupération d'énergie thermique, un nouveau paradigme du traitement informatique qui, je l'espère, va paver la voie à le traitement de données du futur. Donc, j'ai bien hâte de voir la présentation de M. Thibault. À vous, M. Thibault. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Mon nom est Vincent Thibault, donc je suis le cofondateur de Qscale, qui est un projet pour une nouvelle génération de centres de données. Donc, pour la plupart des gens, les centres de données, qu'est-ce que ça fait? Ça stocke des données. Et là, avec l'avènement, bien entendu, de l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle le High Performance Computing, on a un changement, en fait, un peu de vocation pour certains centres qui deviennent maintenant spécialisés dans le traitement plutôt que dans le stockage de données. Donc, ce qui se produit avec le traitement plutôt que le stockage, c'est qu'on se met à consommer une quantité et une densité énergétique qui est beaucoup, beaucoup plus élevée que ce à quoi on pouvait assister dans le stockage. Et donc, dans notre équipe, en fait, qui est principalement formée d'anciens de chez 4 degrés, les centres de données 4 degrés sont parmi les plus importants au Canada. Et malheureusement, dans le design de 4 degrés,
bon, déjà à l'époque, c'était novateur. La technologie était, en gros, d'ouvrir les fenêtres pendant l'hiver. Et quand on réalise le nombre de mégawatts, donc pour vous donner une idée, le projet Qscale que vous voyez en ce moment à l'écran, les deux bâtiments vont consommer environ 100 mégawatts de puissance. Et on comprend donc que littéralement ouvrir les fenêtres pour ça et libérer 100 mégawatts de chaleur dans l'atmosphère en plein hiver, ce serait complètement ridicule. Donc, on a décidé de créer un projet de récupération d'énergie. Mais avant d'aller là, je vais peut-être vous parler du projet dans son ensemble parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans le projet et dans l'économie circulaire qu'on veut venir faire. Donc, le premier élément du projet, bien entendu, c'est un centre de traitement à haute densité, donc qui est spécialisé justement pour principalement l'intelligence artificielle et le high performance computing. En raison de ce design-là, on va utiliser une technologie de liquid cooling qui va nous permettre de faire la partie 2, qui est bien entendu le projet de valorisation des rejets thermiques, qui vont être principalement, dans le cas du campus Q01, des projets agricoles. Et la troisième partie, et non la moindre, c'est qu'on veut aussi donner accès en fait à de la puissance de calcul aux entreprises locales du Québec, principalement en intelligence artificielle appliquée. Et donc, l'objectif, c'est de développer une zone d'innovation en partenariat avec le gouvernement du Québec pour principalement là, la robotique intelligente qui va s'appliquer autant au niveau séricole que dans les entreprises manufacturières. Donc, si jamais il y en a d'entre vous que ça peut intéresser la zone d'innovation, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là. Donc, rapidement, en ce moment, on est en train de construire la première phase du campus Q01. Donc, cette phase-là va consommer là, environ 15 MW d'électricité. Et je ne me souviens plus, je pense que c'est lors de la première conférence, on expliquait en fait les ordinateurs, c'est des gros radiateurs. Donc, 100% de l'électricité qui est consommée par un ordinateur est rejetée en chaleur. Et donc, l'objectif, c'est de venir avec notre système de récupération de refroidissement en fait au liquide et des échangeurs à plaques, on va être capable de venir récupérer cette chaleur-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouveaux designs très haute densité des ordinateurs et même maintenant le immersion cooling, on est capable d'aller chercher des températures qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qui était dans le passé. Donc, la qualité de la chaleur avec le water cooling est beaucoup plus importante que ce qui était fait dans le passé à partir du air cooling. Donc, on en a parlé des bâtiments comme la RAMQ ou à l'Université Laval qui étaient chauffés historiquement par l'air chaud, en fait, qui était produit par les ordinateurs. Cependant, ça ne scale pas au projet externe. Dans notre cas ici, on va être capable de venir faire ce qu'on appelle un low heat transfer network. Et donc, avec cette technologie-là, on est capable de transporter la chaleur sur plusieurs kilomètres. Donc, comme je vous l'expliquais, le projet là, de Qscale, ça va être 8 phases. À chaque phase, on va pouvoir développer un complexe de serres qui va être des serres de technologies multiples afin de nous permettre de maximiser la récupération de la chaleur tout au long de l'année. Donc, il y a des serres en verre qui vont être utilisables 12 mois par année et des serres en polyuréthane qui vont, elles, être utilisées seulement 9 mois par année. Et finalement, on va avoir des tunnels de petits fruits. Donc, en combinant tous ces éléments-là, c'est comme ça qu'on vient maximiser en fait le pourcentage de la charge utile qu'on est capable de venir récupérer et réutiliser avec une valeur intéressante. En plus de ça, on a comme objectif de permettre la revalorisation des terres agricoles avoisinantes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup des terres qui sont laissées en jachère autour des villes dû au coût en fait de séchage du grain. Donc, l'objectif, ça va être de développer aussi un séchoir pour la biomasse agricole qui va utiliser l'eau chaude combinée, bien entendu, avec d'autres technologies pour rehausser un petit peu la température qu'on va avoir. Et finalement, bon, vous le savez, dans les serres, malgré le fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de gaz naturel pour les chauffer, on a besoin d'émettre du CO2, d'augmenter le taux de CO2 dans la serre pour favoriser la croissance. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir produire ce biogaz sur place en installant un biodigesteur
qui va être alimenté par des rebuts agricoles, mais aussi par la ville de Lévis. Et donc, c'est une autre des façons que nous avons trouvées de récupérer la chaleur sur l'année longue. Donc, ça, c'est pour notre projet de Lévis. On a aussi plusieurs autres projets dans les cartons. Et donc, l'objectif est de pouvoir aussi faire des projets plus diversifiés que ça. Donc, par exemple, un de nos autres projets qui est dans la grande région métropolitaine de Montréal, où on va avoir un projet de récupération des serres, bien avec des serres, mais on va avoir aussi un projet de récupération avec la ville pour des infrastructures municipales. Donc, la ville est en train de développer un parc aquatique et ce parc-là va pouvoir être chauffé à l'année longue par les infrastructures de Qscale. Pour donner une idée là, de ce que ça représente là, pour chaque phase du projet, là, on a une bonne idée ici. C'est 80 millions d'investissements, près de 10 000 tonnes de tomates. Juste pour vous donner une idée, là, on a 8 phases juste sur le site de Lévis. Et donc, ça représente quelque chose comme 150 000 tonnes de réduction annuelle de GES. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important pour nous et qui va permettre de faire ce projet-là puis de le rendre très intéressant. Donc, vous le savez, les géants du web, etc., tout le monde veut avancer vers le calcul vert. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une des grandes parties de la consommation énergétique d'un centre, c'est aussi le refroidissement. Donc, en été, l'objectif, c'est d'avoir une relation symbiotique dans laquelle le centre de données viendra chauffer les serres pendant l'hiver. Et durant l'été, on va pouvoir utiliser en fait l'approvisionnement en eau des serres pour venir refroidir le centre de données. Donc, il y aura vraiment un échange dans vraiment un esprit d'économie circulaire pour le chauffage et le refroidissement. Ça va nous éviter en fait d'utiliser ce qu'on appelle les chillers, là, donc des compresseurs pour le refroidissement durant l'été, puis ça va sauver une quantité importante d'énergie et donc de coûts pour nos clients. Ce qui va permettre en fait de pouvoir presque donner la chaleur. Bon, il y aura un petit frais qui sera pour les frais de transport, etc., financer l'infrastructure. Mais l'objectif est de pouvoir donner la chaleur en échange de l'obtention des crédits carbone qui vont être générés par le déplacement, en fait, d'une alimentation au gaz à une alimentation par la récupération d'énergie. Donc, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant où les clients de Qscale vont obtenir une efficacité plus grande sur l'électricité qu'ils consomment, vont pouvoir réutiliser la chaleur qui est produite par leur serveur pour alimenter les serres et finalement, ceux-ci vont même obtenir les crédits carbone, en fait, qui vont être produits par la récupération énergétique. Donc, c'est quelque chose de très important pour eux parce que je parlais récemment avec la personne qui était en charge chez CIBC de la décarbonisation et elle m'expliquait que pour le moment, il n'y a pas assez de crédits carbone sur la planète certifiés pour une entreprise de la taille comme Microsoft. Donc, on comprend que les Amazon, Google, etc., qui se sont tous engagés à devenir carboneutres vont avoir bien de la difficulté à acheter tous ces crédits-là. Donc, ici, j'ai quelques autres informations sur la zone d'innovation et d'intelligence artificielle, mais c'est un petit peu moins pertinent à notre rencontre ici. Et la partie qui est importante et pour laquelle je veux vous parler, c'est qu'on a une grande chance au Québec. On est l'un des meilleurs endroits au monde pour héberger des centres de données. Et on en a parlé tout à l'heure, les centres de données, 100% de la chaleur, en fait, qu'ils vont émettre peut être réutilisable. Donc, pour nous, c'est vraiment là, ça vers quoi la société québécoise doit se diriger. C'est ça qui va nous permettre de créer des quartiers intelligents, peut-être chauffés avec des centres de données. Est-ce que c'est possible d'avoir les infrastructures sportives, des serres, etc.? Et nous, on est ouvert à tout ce type de projet-là. On a l'intention de déployer des centres Qscale dans plusieurs régions du Québec. Et on espère que c'est une vision que vous partagez et que les Québécois vont exiger des centres de données du futur. Donc, je vous laisse ici avec une petite photo de notre chantier et peut-être je passe la parole à Stéphane si jamais il y en a qui ont des questions.
Oui, Vincent, est-ce que tu veux passer ton vidéo maintenant ou Ah, effectivement, on peut peut-être passer la vidéo. Ouais, on peut passer la vidéo OK. pendant que vous pensez à vos questions s'il y en a. OK. Merci. Notre petit point bleu. Berceau d'une curiosité sans limite. Nous avons voyagé très loin. Il est temps que l'univers qui nous habite se joigne à la partie. L'intelligence artificielle, moteur du millénaire pour l'esprit insatiable, un coût trop élevé pour notre planète. Nous nous devons de continuer d'explorer, car c'est lorsque nous nous retrouvons au pied du mur que se manifeste notre créativité. De retour à la planche à dessin. Une équation révisée selon toutes les variables. Une recette repensée, considérant les contraintes. Les rejets deviennent énergie. Les obstacles des tremplins. La rareté devient abondance. D'un code source à une ressource locale, en quête d'un monde renouvelable dont nos enfants seront fiers. Q-Scale, traitement informatique durable. Wow! Quelle vidéo! Une larme aux yeux. Donc, j'ai une première question. Combien de projets à Q-Scale au Québec dans les projets prévus, par exemple, à Montréal? Donc, pour le moment, on a officiellement 2 sites, là, donc Q01 qui est situé à Lévis, Q02 pour le moment qui est situé sur la rive sud de Montréal. Et là, face à la demande en fait qui explose du marché, on est en train d'explorer, de développer des nouveaux sites au Québec. Donc, pour le moment, on est en discussion avec plusieurs régions du Québec. Et ça, c'est un des éléments qu'on discute avec le gouvernement, de dire, écoutez, l'énergie, bon, moi, je suis physicien de formation, je trouve ça désolant de voir qu'on vient mettre les centres de données près des villes plutôt que les envoyer près des barrages, parce que, comme vous le savez, on a une perte d'énergie importante à transporter l'énergie quand il n'y a aucune perte dans la fibre optique. Donc, ce qu'on est en train de regarder avec le gouvernement, c'est dans quelle région est-ce qu'on peut aller s'installer pour se rapprocher justement des barrages. On est en discussion avec plusieurs régions, puis s'il y en a qui nous entendent en ce moment et qui pensent qu'ils ont un endroit qui serait un bon site pour un projet Q-Scale, donc on est très ouvert à tout ça. On est en mode pleine expansion et notre objectif, là, c'est d'avoir éventuellement entre 5 et 10 sites au Québec. Merci. Une nouvelle question. Quels sont les usages envisagés pour la chaleur dégagée là, en période estivale? Bien, pour le moment, en période estivale, bon, comme vous le savez, la valeur des rejets thermiques est beaucoup moindre. Donc, il y a tout ce qui est la biodigestion. Donc, ça fonctionne à l'année longue. Ensuite, le séchage du grain et des produits agricoles aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des séchoirs pour augmenter la valeur de la production agricole? Puis ça peut être dans plusieurs domaines. Là, on parle du grain, mais ça peut être aussi, par exemple, les petits fruits, des éléments comme ça. Donc, pour le moment, c'est les 2 projets sur lesquels on travaille. Mais ensuite, il y a aussi des choses qui sont plus, je dirais, de type urbain. Donc, bien entendu, un centre aquatique municipal, même en plein été, on va vouloir que la piscine soit probablement plus chaude. Donc, on va continuer à récupérer la chaleur pour ça. Mais comme je l'expliquais, en fait, dans la relation symbiotique avec l'agriculture, ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture prend beaucoup d'eau. Et pendant l'été, au contraire, la serre vient absorber en fait la chaleur qui est produite par le centre de données en augmentant la température de l'eau avec laquelle on arrose les plantes simplement. Donc, c'est un petit peu la relation de symbiose qu'il y a pour le moment. Si quelqu'un a une bonne idée pour récupérer la chaleur à l'année longue, on serait extrêmement heureux de l'entendre puis on veut la mettre en pratique. Excellent. Ben, merci beaucoup, Vincent. C'est spectaculaire. J'espère que
Je suis toujours personnellement bien content qu'un centre de données s'installe au Québec plutôt que, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est énormément d'émissions de gaz à effet de serre qui sont sauvées, mais ça reste triste d'installer 100 MW de plainte électrique dans un champ pour chauffer l'atmosphère. Donc, c'est exactement, je pense que tu as exactement le projet qu'il faut faire, et puis en espérant d'en inspirer d'autres. Puis je rappelle que on a beaucoup de financement là, pour des projets de valorisation de rejets thermiques de centres de données comme d'autres sources. Donc, merci encore, Vincent. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Puis juste pour faire une petite mention, pour vous donner une idée, la récupération, le transfert d'un workload de la Virginie au Québec, 1 MW, c'est l'équivalent de retirer 2000 voitures, 100 MW, c'est 200 000 voitures. Donc, juste pour vous donner une idée de l'échelle à laquelle on parle et pourquoi on a Qscale dans notre nom. Donc, merci encore à Stéphane d'avoir organisé cette conférence et je vous laisse au prochain conférencier ou la prochaine, en fait. Merci. Merci, Vincent. Donc, on va passer maintenant à la prochaine conférence qui est effectivement une conférencière, Geneviève Lucier, présidente et associée chez Equinox, qui va nous présenter Zibi, un écoquartier à faible émission de carbone, un concept innovant de climatisation et de chauffage urbain. Donc, à toi, Geneviève. Merci Stéphane. Bonjour à tous, je suis bien contente de vous présenter ce projet unique donc d'écoquartier à faible émission de carbone ou même zéro carbone, donc Zibi. Qu'est-ce que Zibi? Donc, Zibi signifie... Oh, la setup ne bouge pas. Ah, voilà. Bon. Zibi signifie rivière en algonquin. Donc, comme vous voyez sur la photo, le développement est situé sur la rivière des Outaouais entre Ottawa et Gatineau. Donc, c'est un nouveau développement résidentiel, commercial, donc à Gatineau, Ottawa. Donc, 4,3 millions de pieds carrés d'édifices qui seront construits dans les prochaines années. Il est divisé en deux secteurs. On a le secteur côté Québec et le secteur côté Ottawa. Et puis, c'est un développement qui s'engage donc selon One Planet Living, qui est un organisme là, qui comporte plusieurs facettes. Et nous, bien sûr, notre mandat ici, c'est d'avoir un écoquartier, donc zéro carbone. Présentement, il y a déjà 5 bâtiments de construits, dont la centrale thermique qui est sur le point d'être complétée. La chaleur excédentaire du quartier en été est rejetée dans la rivière. Et l'énergie zéro carbone du quartier provient de l'usine à papier tissu, donc située non loin de là, qui est l'usine Kruger. Donc, ma présentation portera surtout sur l'aspect technique là, de cette récupération de chaleur. Donc, sur cette photo ici, on voit que les deux développements, donc en vert, c'est le côté Québec, en bleu, le côté Ontario. À l'époque de la photo, on avait un seul bâtiment qu'on voit avec le toit blanc. Donc, ça date de quelques années déjà, cette photo-là. Et présentement, on est rendu à 5 bâtiments, incluant la centrale thermique. Donc, une autre photo qui montre ici comment les deux côtés du développement sont reliés ensemble. Donc, côté Québec, côté Ontario, reliés ensemble ici par la centrale thermique. Et on voit où est située l'usine de papier, donc non loin du développement, d'où provient toute la chaleur, en fait, pour le développement. Et on est situé presque assis sur un barrage hydroélectrique ici, donc d'où provient l'électricité pour le développement. Donc, c'est un lien avec la conférence précédente. Donc, oui, nous sommes assis sur un barrage, donc peut-être pour être le lieu d'un prochain Qscale à discuter. Donc, je vais vous présenter ici, de façon très simpliste, là, les réseaux urbains qu'on retrouve sur le développement. Donc, on a 2 types de réseaux urbains. Donc, on a côté Québec, qui est un réseau dit de 5e génération, donc qui a les thermopompes localisées dans les bâtiments. Et le côté Ontario, qui est un réseau dit de 4e génération, donc on a les thermopompes centralisées dans notre centrale thermique qui se situe au Québec. Dans ce réseau-là, on a la station de récupération d'énergie qui vient injecter la chaleur dans les 2 réseaux, donc côté Québec, côté Ontario. Ici, au centre, on voit nos thermopompes, donc qui récupèrent cette chaleur-là pour produire les réseaux de chauffage du côté Ontario.
Et on voit ici, de façon très simple, l'injection de la papetière dans le côté Québec, qui sera récupérée donc, par les thermopompes situées dans tous ces bâtiments-là. Et on voit ici la rivière des Outaouais, dans laquelle est rejetée donc, la chaleur du côté Québec et du côté Ontario. Et puis, si Cougar, pour une raison quelconque, est hors service, on a une injection de chaleur, oui, au gaz naturel, mais qui est vraiment là juste en cas d'urgence ou d'arrêt pour une maintenance d'urgence à Cougar. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail le côté Québec. On a ici des échangeurs de chaleur pour l'été, donc dans lequel passe l'eau de la rivière et qui vient dans notre réseau d'eau mitigée, qui est utilisé par toutes les thermopompes dans les bâtiments. Donc, elles vont toutes rejeter leur chaleur dans ce réseau d'eau mitigée-là, qui est par la suite envoyé à la rivière. En hiver, c'est le contraire. Donc, on a ces thermopompes-là qui puisent la chaleur de notre station de récupération de Cougar. Et puis, c'est un réseau d'eau mitigée. Donc, le réseau est maintenu dans les alentours de 15 degrés Celsius et il refroidit aux alentours de 2 degrés Celsius l'hiver pour aller chercher le maximum d'énergie à Cougar. On verra le principe un petit peu plus tard dans la présentation. Et encore une fois, en mode urgence, on a de l'injection qui provient de nos chaudières. Côté Ontario, c'est un petit peu différent parce que ce qu'on voulait, c'est profiter de l'hydroélectricité du Québec, donc au coût aussi de production du Québec. Donc, les thermopompes sont situées dans le bâtiment, donc dans la centrale thermique située au Québec. Et c'est des tuyaux qui s'acheminent jusqu'au côté Ontario. Donc, il y a un pont qui traverse la rivière et il y a des tuyaux qui sont installés dessus. Ces tuyaux-là étaient déjà là à l'époque, donc c'est pourquoi le client a pu conserver ces tuyaux-là pour aller alimenter le côté de l'Ontario. Donc, on a 3 réseaux qui s'en vont en Ontario. Un réseau haute température, produite par des thermopompes ici, qui font de l'eau chaude aux alentours de 65 degrés Celsius pour aller faire l'eau chaude domestique. On a aussi un réseau basse température, qui est représenté en pointillé ici, qui est aux alentours de 45 degrés Celsius. Donc, ça, c'est pour le chauffage de l'enveloppe, le chauffage de l'air neuf des bâtiments et le préchauffage de l'eau chaude domestique. Et en bleu, on a le réseau d'eau réfrigérée, donc aux alentours de 5 degrés Celsius l'été. Et il est fonctionnel tout l'hiver parce que l'idée aussi est d'aller récupérer la chaleur dans les bâtiments côté Ontario. Notamment, on va avoir un gros édifice à bureaux, lequel va être une source de chaleur aussi également, comme Cougar en hiver. Donc, le réseau d'eau glacée est actif à l'année. Donc, la chaleur est ramenée dans la centrale thermique, est récupérée par nos thermopompes, soit côté haute température, côté basse température, et retournée dans les bâtiments de l'Ontario. Et même, ça peut être retourné dans les bâtiments côté Québec également. Donc, on profite vraiment de toutes les sources de chaleur du réseau urbain pour l'amener où sont les besoins. On a des stations d'énergie à chaque bâtiment. Donc, on a des échangeurs à plaques à l'entrée de chaque bâtiment pour découpler le réseau urbain du réseau du bâtiment. Et pourquoi on a 2 réseaux? Parce que l'eau chaude domestique dans le réseau urbain représente à peu près 7 % de la charge. Donc, on ne voulait pas concevoir nos thermopompes entièrement à haute température et d'avoir des coefficients de performance bas. Parce quand on produit de l'eau chaude à haute température, le coefficient de performance peut baisser considérablement. Donc, on a voulu limiter la production d'eau chaude à haute température. Donc, et d'avoir des thermopompes de meilleure efficacité pour l'eau chaude basse température. Donc, on peut voir que notre COP pour les thermopompes à basse température est aux environs de 6 et celle haute température aux environs de 3. Maintenant, Cougar, comment on est allé récupérer cette chaleur-là dans le procédé? Donc, Cougar utilise de l'eau de rivière dans leur procédé de fabrication de papier. Et quand cette eau-là est utilisée, elle est dirigée vers ici un clarificateur qui est un gros bassin, duquel c'est un bassin qui précipite les solides au fond et l'eau ainsi débarrassée des solides est retournée donc à la rivière. Dans le procédé de Cougar, cette eau-là est retournée aux alentours de 22 degrés Celsius en moyenne en hiver. Et puis, on a un débit moyen de 2200 gallons par minute.
Donc, on voit que c'est beaucoup d'énergie qui est rejetée en continu dans la rivière. Donc, l'idée était d'aller intercepter cette eau-là avant qu'elle soit dirigée à la rivière et de la refroidir là, par notre procédé, nous, à Zibi. Donc, il a fallu s'installer sur ce clarificateur-là. Donc, c'était assez particulier parce que c'est une usine qui est en production 24 heures sur 24, donc elle n'a pas beaucoup d'arrêts de service. Donc, il a fallu coordonner ces travaux-là avec l'arrêt de service. Donc, il y a un arrêt de service annuel. Donc, il a fallu coordonner ça avec eux. Ici, le principe, donc, on a installé une station donc, de récupération de chaleur avec des échangeurs à plaques, des pompes. Et l'idée est d'aller chercher l'eau du bassin du clarificateur, de la passer au travers des échangeurs à plaques. De l'autre côté Zibi, c'est de l'eau froide qui circule là, qui a été refroidie par nos thermopompes. Et après, on retourne l'eau du clarificateur donc à la sortie qui s'en retourne à la rivière. Et côté Zibi, la chaleur récupérée est retournée à notre centrale thermique. Donc, on a fait ces travaux-là il y a maintenant 1 an. Donc, il y a eu un seul arrêt qui a duré 24 heures et on a procédé à l'installation de notre système dans le clarificateur. Et par la suite, ce qu'on voit ici sur l'image, cette centrale-là a été installée par la suite. Donc, ici, on va voir un peu le principe. En fait, c'est que dans la rigole sur le côté, c'est que l'eau, une fois qu'elle est clarifiée, elle traverse dans la rigole et était acheminée, comme on voit ici, ensuite par la rivière. Donc, l'idée était de faire monter le niveau d'eau dans cette rigole pour qu'elle puisse passer à travers les nouveaux tuyaux qu'on mettait dans la paroi du clarificateur, donc passer à travers nos échangeurs à plaques et retourner ensuite au même endroit où elle a sorti pour aller à la rivière. Pourquoi on ne s'est pas raccordé directement sur le tuyau ici? C'est que c'est terriblement occupé dans le sol à cet endroit-là, donc ça venait très difficile d'aller intercepter ce tuyau-là. Et plus loin, il y a même une station de pompage dans laquelle il était pratiquement impossible d'aller installer du nouvel équipement. Donc, l'endroit le plus simple a été ici de s'installer directement dans le clarificateur et tout ça a été coordonné de façon très étroite avec Cougar pour être sûr que les opérateurs étaient d'accord avec les interventions qu'on faisait et surtout avec le principe là, de faire monter l'eau dans la rigole. Et ça devait être absolument robuste et qui pouvait retourner à leur principe avant modification, en fait, comme si on n'avait pas fait de modification pour un cas d'urgence ou autre raison quelconque. Donc, j'aime toujours ça montrer l'image du clarificateur. Comme vous voyez, on voit des camions ici, et ça, c'est notre centrale. C'est absolument immense comme bassin. Et ça, c'était lors de la pause de l'équipement qui fait monter l'eau dans la rigole. Donc, en termes anglais, c'est des weir gates, en fait, qui est en fait deux comme des valves à guillotine qu'on est venu installer autour du tuyau qui retourne à la rivière. Et donc, ça, c'est durant l'installation, donc durant le fameux 24 heures d'arrêt de service. On voit les ouvriers là, qui mettent en place là, notre valve. Et ensuite, on a reparti le procédé et l'eau est montée dans la rigole. Et la photo d'après, on voit là, que ça fait ce qu'on voulait. C'est que ça a fait monter l'eau dans la rigole et au bout, on voit où est notre centrale. Donc, le tuyau était raccordé donc, sur le côté du bassin. Et puis, ça a été assez concluant comme installation. Donc, on avait maintenant de l'eau dans notre centrale de récupération. Et j'ai passé très vite, vu que le temps est limité, mais je veux terminer en montrant, en fait, la centrale thermique. Donc, bien sûr, tout a été modélisé là, pour être sûr qu'on n'avait aucun conflit entre les différents services. Le bâtiment dans lequel on s'est installé a une architecture assez particulière, donc il n'y a aucun mur, il n'y a aucun angle droit, en fait, entre les murs dans cette centrale. Tout est à angle de par la géométrie du bâtiment. Donc, ça a été assez complexe là, d'aller installer pour
plusieurs milliers de tonnes de thermopompes et les pompes associées, parce que tout le pompage du réseau est central, bien sûr. Donc, je voulais juste montrer un peu la maquette initiale et après, les photos une fois installées. Donc, la coordination au chantier a été extrêmement importante et en fait, tout s'est bien déroulé. Il y a eu quelques conflits, mais ça a été assez minime. Donc, si ça n'avait pas été fait en modélisation 3D, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de problématiques au chantier. Encore une fois, ici, on voit les deux thermopompes basse température qui sont à double condenseur. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais un condenseur est pour le rejet de chaleur, donc la fabrication de l'eau de chauffage, et l'autre condenseur est pour l'eau de rivière. Donc, on fait passer effectivement l'eau de rivière directement dans les condenseurs. Elle est seulement filtrée, mais pas traitée, parce qu'elle retourne ensuite à la rivière. Donc, on fait une filtration grossière pour ne pas venir encrasser trop les condenseurs. Et voilà, donc c'est un survol rapide du projet, mais c'est un projet en fait qui est la centrale thermique, on va la mettre en opération d'ici quelques jours, quelques semaines. En fait, on démarre des composantes en fait de la centrale et on est en train de remplir les tuyaux qui vont à Kruger, donc on devrait récupérer de la chaleur de Kruger d'ici quelques semaines ou quelques jours. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. C'est très inspirant parce que, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de papetières au Québec. Donc, on peut facilement imaginer que des projets comme celui-ci pourraient se répéter un peu partout au Québec. Je n'ai pas de questions. Je pourrais peut-être en lancer une. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de partager cette information-là, mais quelle est l'entente par rapport au rejet thermique avec l'industriel, avec Kruger, là, est-ce que vous avez une entente à long terme? Est-ce que vous avez un achat d'énergie? Oui, c'est une entente à long terme, parce que bien sûr, un quartier, idéalement, le quartier va être là très longtemps. Et pour Kruger, c'était très important d'avoir cette entente-là à long terme parce qu'eux sont dans le paysage urbain, en fait, dans un lieu très touristique. Donc, ils veulent rester là. Donc, pour montrer, en fait, leur bonne entente avec le quartier, mais ils ont signé une entente sur, je pense que c'est au moins 15 ans là, qui a été signée. Et puis, en termes de vente d'énergie, c'est pas vraiment de la vente. Là. En fait, c'est presque un montant symbolique donc, entre Zibi et Kruger. Donc, Kruger est bien heureux de donner cette énergie-là et Zibi est bien heureux de la récupérer, en fait. Mais c'est Zibi qui a financé toute l'infrastructure, en fait. Mais Kruger nous a permis de s'installer sur leur site. Là. Donc, la centrale thermique est vraiment sur leur site. Pas la centrale thermique, je veux dire la centrale de récupération de chaleur de Kruger est vraiment sur leur site. Et les tuyaux qui viennent de Zibi, bien sûr, passent sur leur site aussi. Donc, tout ça a été fait de façon très collaborative là, avec eux. Bon, c'est super, Geneviève. J'ai toujours pas de questions. Donc, je vais te remercier. Félicitations pour ce super beau projet. Et puis, on a hâte de voir tout ça vite. Je vois que c'est commencé, fait que c'est super. Donc, merci encore. Oui. Je vais passer maintenant au prochain projet qui est, bon, pour moi, c'est un projet particulier parce que c'est le premier projet qui s'est vu accorder une aide financière là, dans le cadre de l'appel à proposition pour la valorisation de rejet thermique. Donc, le projet de valorisation de la vapeur de l'incinérateur de la Ville de Québec sur le site de l'hôpital L'Enfant Jésus, qui a obtenu, encore une fois, 31 millions d'aides financières, soit 73% des dépenses admissibles. Donc, ça va être présenté par Rubens Arroyo, chef d'équipe au service de projet industriel et de la valorisation à la Ville de Québec, et Olivier Sazeville, conseiller en bâtiment au CHU de Québec. Donc, Olivier et Rubens, oui. À vous de jouer. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci, M. Gagnon, de nous permettre de vous présenter notre beau projet ce matin. Donc, au niveau du plan de la présentation, ce qu'on vous propose pour les prochaines minutes, essentiellement, on va vous faire un petit descriptif là, du projet qui est actuellement sur la table.
On va parcourir les bénéfices énergétiques là, qui sont envisagés au niveau du site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. On va vous entretenir là, sur les gains environnementaux là, qui découlent de notre projet. Un bref historique du projet, là, donc du début, des premiers balbutiements du projet jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Et puis, on va aborder là, le volet toutes les démarches qui ont été faites là, pour récolter du financement là, pour le projet en question. Donc, au niveau de la description du projet, là, en fait, le concept initial là, à la base de ce projet-là, c'était vraiment d'établir un partenariat profitable à long terme là, qui vise finalement là, la construction d'une centrale de trigénération sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Tout ça en lien avec la construction du nouveau complexe hospitalier là, qui est en déploiement à l'heure actuelle. Donc, le but, c'était de réutiliser la vapeur excédentaire là, qui est produite à l'heure actuelle à l'incinérateur de Québec et qui est en bonne partie non valorisée. Donc, tout ça découle évidemment là, du processus de traitement des déchets. Donc, pour être en mesure de déployer ce projet-là, évidemment, on doit relier physiquement l'incinérateur de Québec au complexe de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Et puis, on envisage la construction de tuyauteries de vapeur et de retour de condensat entre l'incinérateur et le complexe hospitalier. Là. Tout ça représentant l'équivalent d'un petit peu plus de 2 km de conduite qui sont requis. Donc, comme il est montré en ce moment à l'écran, le but, c'est vraiment acheminer de la vapeur de l'incinérateur de Québec vers la centrale thermique, vers une nouvelle usine de trigénération qui serait située à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Le but étant de combler les besoins du complexe hospitalier en vapeur, en chauffage, en refroidissement et pour une portion de la consommation électrique requise sur le site. Parfait. Donc là, ici, on voit un extrait de la carte interactive de la Ville de Québec. On voit un peu comment c'est localisé, la localisation de l'incinérateur par rapport à tous les autres usines qui sont en lien avec, sont potentiellement liées au projet. Donc là, aujourd'hui, on voit Papier White Birch, Stade O'Connack, c'est déjà desservi par la vapeur de l'incinérateur. Ce n'est pas indiqué, mais devant l'incinérateur, on a l'usine des Glacines qui utilise déjà une partie de la vapeur. Puis, on voit aussi la ligne des boues actuellement reliée entre la station de traitement des eaux usées à la baie de Beauport et la station de traitement des boues à l'incinérateur. C'est une usine dans l'incinérateur qui traite les boues municipales de la Ville de Québec. Aussi, encore dans la description du projet, on utilise l'eau d'aqueduc qui est traitée, déminéralisée, dégazéfiée, et elle est transportée puis pompée dans les chaudières. Ici, à l'incinérateur, on a 4 chaudières, 4 fours chaudières. L'eau est exempte de contaminants et dirigée pour les besoins internes. La production de vapeur est utilisée pour les besoins internes, par exemple, les préchauffage d'air primaire, les turbines, les turbopompes, les chauffages du bâtiment, etc. Vers les consommateurs clients externes, Glacine et Papier White Birch actuellement. Puis les surplus de vapeur, comme Olivier a dit tout à l'heure, est déchargé dans l'atmosphère par un évent localisé sur le toit de l'incinérateur. Donc ici, c'est la coupe type de l'incinérateur. C'est juste un schéma très simplifié. On voit les traitements d'eau de chaudière, les collecteurs de vapeur. La vapeur est surchauffée, 600 PSI, 315 degrés Celsius. Et les vents de vapeur, environ aujourd'hui, on était autour de 30 tonnes à l'heure qui étaient rejetées à l'atmosphère. Donc là, ça revient un peu à ce qu'on avait présenté au début. On voit les terrains de l'incinérateur pour un tracé d'environ 2,2 km. Environ 80% de la tuyauterie serait sur des terrains villes, notamment les garages municipaux de l'autre côté, entre Henri Bourassa puis les boulevards Montmorency. Puis une longue partie encore sur les boulevards Montmorency. Et aussi, on est en discussion pour passer sur 20% du terrain de Glacine et du ministère du Transport. Donc, au niveau du volet appartenant au CHU de Québec, Université Laval, évidemment,
Le tout, comme je le mentionnais tout à l'heure, s'inscrit dans le cadre du déploiement du projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui vise à terme là, à fusionner ensemble l'Hôtel-Dieu de Québec et les activités existantes là, de la partie existante de l'hôpital de l'Enfant Jésus sur un seul et même site. C'est un agrandissement majeur là, qui va s'étalonner jusqu'à la fin de l'année 2025, essentiellement pour les portions des bâtiments neufs. Tout ça pour un investissement total là, de tout près de 2 milliards de dollars. Donc, à terme, là, au niveau du site, on vise, là, en fait, les besoins énergétiques du site vont être multipliés là, par 2,5 par rapport à la consommation énergétique actuelle du complexe existant. Donc, dans le cadre du projet, on construit plusieurs bâtiments neufs, dont une nouvelle centrale d'énergie qui va desservir au final la totalité du site. Un nouveau bâtiment que l'on appelle le ROCIC, donc un bâtiment de radio-oncologie et pour un centre intégré de cancérologie, un nouveau centre de recherche et un bâtiment de soins critiques qui va à terme abriter là, toutes les fonctions les plus critiques du centre hospitalier, dont pharmacie, les salles d'opération, la nouvelle urgence et l'équivalent de 350 chambres d'hospitalisation pour notre clientèle. Et puis, une fois ces nouveaux bâtiments érigés là, il y a une troisième phase au projet qui est prévue pour rénover une bonne partie de l'hôpital existant. Donc, au niveau de la solution retenue puis du projet en soi, donc à l'heure actuelle, la nouvelle centrale d'énergie qui a été construite là, pour les besoins finaux du projet essentiellement, on utilise des chaudières à l'eau chaude et des chaudières à vapeur qui opèrent soit au gaz naturel ou à l'huile pour la production de chauffage et des refroidisseurs électriques essentiellement là, pour la production d'eau refroidie pour combler les besoins en refroidissement du site. Il y a déjà une certaine portion de mesures d'efficacité énergétique qui ont été incluses, notamment la récupération de chaleur au niveau des refroidisseurs, récupération de chaleur au niveau des gaz d'évacuation sur les cheminées des chaudières. Et puis, le but vraiment du projet, c'est d'utiliser la vapeur résiduelle non actuellement valorisée au niveau de l'incinérateur de Québec dans le but de déployer une centrale de trigénération qui nous permettrait de combler les besoins en chaleur du complexe, les besoins en refroidissement et combler une portion de l'énergie électrique. Donc, tout ça se traduit finalement par un concept de trigénération, comme je le mentionne. Donc, on aura au final sur le site la production d'électricité, du chauffage, de la vapeur et du refroidissement. Donc, les principales technologies là, qui sont envisagées à l'heure actuelle, on vise à déployer une turbine à vapeur jumelée à un générateur électrique, grosso modo d'1 MW, l'intégration de 4 refroidisseurs à absorption de 900 tonnes pour la production de froid. Évidemment, là, toute une panoplie d'échangeurs de chaleur là, pour la production d'eau chaude domestique. Et puis, évidemment, là, toute une série de pompes là, pour gérer tous ces fluides-là. Donc, au niveau du principe de la trigénération, on utilise la vapeur à haute pression à 600 livres qui nous serait acheminée de l'incinérateur que l'on turbinera. Donc, les rejets de la turbine au niveau de la vapeur moyenne pression vont être utilisés là, pour tous les besoins en vapeur du complexe, notamment l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, la stérilisation communément appelée, les besoins de la cuisine, l'humidification, production d'eau chaude. Ensuite de ça, la vapeur résiduelle va pouvoir être utilisée en fonction de la saison, soit pour produire de la chaleur au niveau des réseaux de chauffage à moyenne et à basse température du complexe, ou en été, la production de froid là, via les refroidisseurs à absorption. Donc, au niveau des bénéfices énergétiques qui sont attendus là, pour le complexe hospitalier, on vise à combler essentiellement 100 % des besoins en vapeur et de l'ordre de 98 % des besoins en chauffage. Et puis 95 % des besoins de climatisation et grosso modo 18 % des besoins en électricité qu'on serait en mesure de combler en réutilisant la vapeur disponible au niveau de l'incinérateur. Et ça permet du même coup d'améliorer la redondance et la sécurité des installations énergétiques là, pour le site hospitalier, étant donné cette offre énergétique-là. Et puis, dans tous les cas, c'était une prémisse de base du projet, là, la nouvelle centrale d'énergie qui est récemment construite au niveau de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Elle demeure 100 % autonome puis pleinement redondante par rapport à l'approvisionnement de vapeur. Donc, ça n'a pas influencé le concept et la construction initiale faite dans le cadre du projet du NCH. Au niveau des gains environnementaux, à terme, l'hôpital de l'Enfant Jésus serait pratico-pratique le seul hôpital qui serait presque carboneutre au Québec.
On vise aussi une réduction des gaz à effet de serre de l'ordre de 10 000 tonnes par année, l'équivalent de grosso modo 2 000 voitures. Et puis du même coup, là, ça permet de réduire les consommations d'eau potable de l'équivalent de 60 000 mètres cubes par année, ou l'équivalent d'à peu près 2 000 piscines hors terre de 18 pieds, tout en permettant du même coup d'améliorer la qualité de l'air dans le secteur environnant, étant donné qu'on va réduire ou presque réduire à zéro la consommation de gaz naturel sur le site. Olivier, oui. Historique du projet. Donc, l'incinérateur a été mis en service en 1974. Entre 1979 et 2015, la gestion de l'incinérateur par les privés, il a été opéré par un opérateur privé. La performance de l'incinérateur aurait pu entraîner sa fermeture en 2024. Donc, la Ville a regardé aussi en 2016, entre 2011 et 2016, il y a une étude d'opportunité avec le Condolaire et GCM Consultant pour la valorisation de la vapeur de l'incinérateur. En 2015, la Ville a repris l'opération, la gestion de l'incinérateur. En 2016-2019, des études de faisabilité par Tetra Tech et BPA du côté du CHU ont été faites pour vraiment valider tous les concepts qu'on vient de vous expliquer. En 2018, des demandes de la Direction de la santé publique de la capitale nationale pour s'assurer que l'incinérateur allait être conforme au niveau des émissions atmosphériques. Puis en 2020, confirmation du financement entente entre la Ville de Québec et la Direction de la santé publique. Historique du projet, on parle des demandes principalement de la Direction de santé publique de la capitale nationale. Comme je vous disais, respecter toutes les normes d'émissions prévues par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Un audit externe des procédés d'épuration des gaz. Analyse par un organisme ou une firme indépendante des impacts environnementaux de la gestion des matières résiduelles par incinération. Donc là, la Ville a investi environ 5 millions de dollars par année. On fait le suivi des performances, on a ajouté les brûleurs au gaz naturel pour stabiliser la température dans la chambre de combustion et ainsi respecter les normes d'émissions atmosphériques. On a aussi ajouté un système d'injection de charbon actif pour remplacer l'ancien qui était désuet. Un audit qui a été réalisé par les consultants Alfor pour évaluer la performance puis la conformité des procédés d'épuration des gaz ici des combustions, de l'incinérateur. Puis la chaire éco-conseil de l'UQAC qui a analysé et évalué la performance de l'incinérateur par rapport à l'enfouissement des déchets. Donc là, un incinérateur amélioré avec les brûleurs au gaz naturel, avec le respect des normes d'émissions atmosphériques, il est beaucoup plus performant que les simples enfouissements des déchets. Pour les côtés du CHU, c'était de maintenir, comme Olivier a dit tout à l'heure, une centrale énergétique 100% redondante et autonome. Puis cette redondance est déjà prévue en sources d'énergie et des équipements. Donc là, historique du projet, les appuis qu'on a obtenus, comme on vous a dit, le ministère de l'Environnement a confirmé l'intérêt du projet dans la lutte contre les changements climatiques. Les ministères de Santé et Services sociaux favorables à la mise en œuvre de ces projets. La Direction de la santé publique de la capitale nationale confirme aussi les soutiens au projet lors des demandes 2018, confirme que la Ville et les CHU ont rempli ou sont en voie de remplir ces conditions-là. La chaire éco-conseil de l'UQAC analyse des impacts potentiels des 3 scénarios de gestion matières résiduelles pour l'agglomération de Québec, démontre que l'exploitation de l'incinérateur amélioré, couplé avec un complexe de biométhanisation, l'usine de biométhanisation qui est en construction maintenant en proximité de la baie de Beauport, de la station de traitement des eaux usées, et la vente de la vapeur à l'hôpital Enfant-Jésus offre une performance sur l'environnement et la santé de la population nettement meilleure que l'incinérateur existant et l'enfouissement des déchets. Pour ce qui est du financement, il y a un définancement de la part des fonds municipaux verts de la Fédération canadienne des municipalités, Éco-Performance, puis avec Stéphane pour la transition énergétique Québec, appel de proposition valorisation d'énergie thermique qui est en cours. Donc là, le gouvernement du Québec subventionne ces projets-là à 33 %, le gouvernement du Canada à 40 %, puis la balance est assumée par la Ville de Québec.
Pour les nouvelles opportunités, on regarde la possibilité d'envoyer cette énergie-là sous la forme d'eau chaude à haute pression. Donc là, il y a toute une étude qui est en cours. Puis, il y a des développements dans ce sens-là bientôt. Donc, merci Rubens, merci Olivier. J'ai pas de questions pour l'instant. Je ne sais pas si je pourrais en avancer une. C'est quoi l'échéancier de réalisation du projet? On est présentement 2022, plans de devis, 2023, construction, 2023-24, construction, puis mise en service, en fin 2024. OK, excellent. Donc, ça va bon train, ben, c'est super. Donc, encore une fois, premier projet réalisé là, dans le cadre de l'appel à proposition par la valorisation d'énergie thermique. Donc, 31 millions qui a été accordé, soit 73% des dépenses admissibles. Ah, voilà, j'ai une question. Au niveau redondance, est-ce que l'hôpital doit maintenir des contrats d'approvisionnement avec des quantités minimales de gaz à chaque année consommées pour le gaz? Est-ce que votre contrat, mettons, de l'hôpital vous oblige à consommer une certaine quantité de gaz, là, même si vous n'avez plus besoin? Alors, actuellement, non. On n'a pas ce genre de limitation, ce genre de clause-là au niveau de nos contrats d'approvisionnement en gaz. OK. Excellent. Donc, c'est réglé. On coupe le gaz. Non, on s'en garde pour la redondance. C'est parfait. Ben, écoutez, bravo. Très beau projet. Je vais maintenant conclure sur la session. Merci à vous deux. Et puis, pour ce qui est de la session dans son ensemble, je suis très satisfait de la première session de Québec Mines Énergie dédiée à la valorisation de rejets thermiques, mon sujet de prédilection. Je rappelle que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles offre 275 millions pour réaliser des projets dans ce sens-là. Puis, on parlait un peu plus tôt de centres de données. Il y a de plus en plus de centres de données qui s'installent au Québec. Et puis, Qscale est le projet à suivre parce que même s'il y a des grands gains de IGES à installer des centres de données au Québec, c'est quand même malheureux que tous ces centres de données-là produisent de la chaleur qui est rejetée dans l'atmosphère. On parle de 50, 100 mégawatts pour les centres de données qui sont actuellement en construction, là, ou qui sont en planification plutôt parce qu'ils ne sont pas encore en construction. Pour Hydro-Québec, c'est beaucoup plus intéressant de fournir de l'électricité à un centre de données qui a une consommation constante, puis ensuite d'utiliser les rejets thermiques du centre de données pour chauffer des bâtiments ou des serres, que d'utiliser directement de l'électricité pour chauffer des bâtiments et des serres, parce qu'on le sait, le chauffage des bâtiments et des serres, c'est une consommation qui est très en dents de scie, donc difficile à gérer pour Hydro-Québec. Donc, ça permet de fournir beaucoup plus d'électricité pour une même puissance installée là, pour un distributeur d'électricité. Donc, ça va être ma conclusion pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère que vous serez là l'année prochaine pour une autre session sur la valorisation de rejets thermiques. Merci.